Je souhaiterais commencer par remercier l'institution qui accueille cette occasion, ce cours-conférence. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le lui dire à plusieurs reprises, mais je souhaiterais également réitérer mes remerciements les plus chaleureux à M. Esquin pour avoir honoré ce livre d'une préface et pour avoir accepté de se prêter au jeu de la responsabilité académique de ce cours-conférence. Je ne mesure que trop bien ce que ça implique pour moi en termes de défis. Et donc, je vais essayer de le relever. Pour commencer, je souhaiterais mettre en évidence que, effectivement, comme M. Esquin l'a dit, ce livre a un objectif qui pourrait être qualifié de multiple, mais je dirais que dans une société qui est animée par un débat incessant, permanent, tous azimuts, autour de la laïcité, qui se résume la plupart du temps à un échange d'arguments d'autorité, je souhaitais revenir vers les textes, sans avoir la prétention de dire que je résume et que je synthétise l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut penser de l'ordre constitutionnel belge eu égard à la laïcité, mais en tous les cas d'objectiver autant que faire se peut la discussion, de faire reposer la discussion sur les normes en vigueur dans notre État. Et donc de partir des textes pour mener une discussion qui pourrait être la plus rationnelle possible. Je pense qu'on en a besoin dans ces polémiques incessantes qui font office de débat autour de la laïcité, que ce soit en Belgique ou en France. Et donc l'intitulé de ce cours-conférence, comme on l'a dit, se base sur ce livre et c'est en substance la synthèse de ce livre que je vais essayer de partager avec vous. Le titre est en cela un peu rébarbatif, mais ceci explique cela. Alors, je vais commencer par faire ce que beaucoup d'interlocuteurs autour du débat, autour de la laïcité, rechignent à faire, c'est partager avec vous une définition de la laïcité qui est celle que je pense être la bonne. La laïcité, telle que je la définis, c'est un principe politique et ça n'est que ça. Alors, lorsque je dis ça, il y a de but en blanc une série de réactions que je peux observer, d'étonnement, puisque nous sommes dans un État qui a reconnu quelque chose qu'on a appelé, selon moi abusivement, et j'y reviendrai, la laïcité organisée. Donc ça pose question. Mais pour moi, la laïcité, c'est un principe politique et ça n'est donc pas une idéologie. Ça n'est pas une idéologie et ça n'est pas non plus une conviction philosophique. J'y reviendrai et je développerai. Ce principe, c'est un mode d'organisation de l'État qui repose sur une série d'autres principes. Ce principe ne prend forme, ne prend corps que si les autres principes qui en sont constitutifs sont réunis. S'il manque un de ces éléments constitutifs, vous pouvez utiliser le mot laïcité, mais c'est une coquille vide. C'est un mot qui, par conséquent, n'est pas adéquatement utilisé pour viser ce dont vous parlez. Ces autres principes, ce sont l'égalité, j'y reviendrai, la non-discrimination, j'y reviendrai, la liberté. Liberté en ce compris la liberté religieuse. Un petit temps d'arrêt sur la liberté religieuse, qu'on présente trop souvent comme étant l'apanage des croyants et des croyantes. Or, la liberté religieuse, et il suffit encore une fois de revenir vers les textes pour le constater, c'est la liberté de croire, c'est la liberté d'exercer sa croyance, de pratiquer sa croyance, mais c'est aussi la liberté de ne pas croire. C'est aussi par conséquent la liberté de ne pas être contraint à concourir à des pratiques cultuelles. En d'autres termes, il y a, et j'y reviendrai, ce qu'on pourrait appeler la liberté religieuse active et la liberté religieuse passive. C'est tout ça qui donne corps à la liberté religieuse, sans compter que la liberté religieuse, c'est aussi la liberté de changer de croyance. Et par conséquent, en tant que croyant, de pouvoir faire la promotion d'une croyance auprès d'autres individus de la société, parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande d'un point de vue convictionnel, d'un point de vue philosophique. Donc, comprendre, me semble-t-il, correctement la laïcité, c'est comprendre correctement la liberté religieuse, et la liberté religieuse, c'est tout ça.
Ça n'est donc pas uniquement je crois, j'exerce et j'ai donc une liberté fondamentale qui s'appelle la liberté religieuse. Par ailleurs, la séparation, et dans le livre je développe en quoi c'est une formule qui ne me convient pas. Je pense que le mot séparation est en soi producteur de confusion. Je préfère parler de non-ingérence réciproque entre les églises et l'État. Cela me semble plus fidèlement traduire l'esprit de la laïcité, j'y reviendrai. Et enfin, le pluralisme. Mais je dirais que le pluralisme découle des ingrédients précédents dès lors qu'ils sont correctement appliqués. Et pour moi, la laïcité, ça n'est que ça. On peut dégager une série d'observations de cette définition. La première de ces observations, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre laïcité et liberté religieuse, alors que trop souvent on les présente comme étant des valeurs antithétiques. Favoriser la liberté religieuse, ce serait ne fût-ce que potentiellement mettre en danger la laïcité. Et d'un autre côté, favoriser la laïcité ne pourrait que résulter en des limitations de la liberté religieuse. Je pense que c'est une inadéquate façon de lire la laïcité. En réalité, la laïcité ne peut qu'impliquer la liberté religieuse. Et la liberté religieuse implique nécessairement un attachement à la laïcité. Par ailleurs, le fait d'avoir une foi et d'adhérer à la laïcité, ce ne sont pas non plus des choses contradictoires. Tous ces débats publics où on oppose les croyants et les laïcs, les religieux et les laïcs, en soi, je considère que c'est producteur de confusion. Il faudrait opposer, si tant est qu'on souhaite vraiment les opposer, des croyants et des non-croyants. Éventuellement, des religieux et des athées. Parce que nous sommes au même niveau, nous comparons des choses qui sont comparables, qui sont au même niveau de lecture. Or, la laïcité étant un principe politique, il ne doit pas être confondu avec des convictions philosophiques. Et donc, il n'y a pas lieu de penser, même si libre à chacun de penser ce qu'il veut bien entendu, que les deux sont contradictoires. Vous pouvez donc parfaitement, sur le plan politique, adhérer à la laïcité, et sur le plan philosophique, sur le plan religieux, être porteur d'une vision du monde. Vous pouvez par conséquent être un laïc bouddhiste, un laïc musulman, un laïc chrétien, un laïc juif. Et vous pouvez être un laïc athée, un laïc agnostique. Il n'y a donc pas de synonymie entre la laïcité et l'athéisme. C'est fondamental, je pense, de le mettre en évidence. Par ailleurs, revenir aussi sur une phrase toute faite qui revient assez souvent dans le débat public, c'est « oui à la religion, mais dans la sphère privée ». Bien, la première des choses à mettre en évidence, c'est que la notion de sphère privée ne connaît pas de définition en droit. Donc il faut déjà préciser ce dont on parle. Or, lorsque, avec une série d'interlocuteurs, vous discutez de cela, vous arrivez à un moment ou un autre de la discussion à l'observation que ce qu'on veut dire par sphère privée, c'est la sphère de l'intimité. En d'autres termes, chacun chez soi est libre. Je dirais, il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que dans votre salon, on vienne vous dire comment vous devez vivre votre liberté religieuse. Ça n'a pas d'intérêt réel que de le mettre en évidence. Ce qui a un véritable intérêt, c'est de garantir, de consolider, de sauvegarder cette liberté en public. Et encore une fois, il ne faut pas réinventer la roue, c'est la démarche dans laquelle j'essaye d'être, c'est de revenir vers les textes. Il suffit de lire l'article 19 de la Constitution, il suffit de lire l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, il suffit de lire l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour y constater que la liberté religieuse, c'est le libre exercice, si tant est qu'on souhaite l'exercer, de cette liberté aussi bien en privé qu'en public. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas à réinventer la roue. Et donc, toute atteinte à la liberté religieuse me semble être une atteinte à la laïcité. Par conséquent, la laïcité, c'est un bien commun. Avant de me consacrer à la rédaction de ce livre, j'avais rédigé un article que j'avais intitulé comme cela. La laïcité est notre bien commun. Parce qu'en réalité, c'est ça. Dès lors qu'on ne réduit pas la laïcité à une conviction philosophique spécifique, eh bien, on maintient la laïcité au-dessus de la mêlée. On dote la laïcité
d'un rôle de régulateur, d'arbitre. Et on ne peut le faire que si on n'amalgame pas la laïcité à une des convictions philosophiques ou religieuses qui sont en concurrence dans notre société. Une autre définition qu'on pourrait, en paraphrasant, donner, selon moi, de la laïcité, c'est qu'il s'agit d'un mode d'organisation de la gouvernance politique qui vise notamment à protéger la liberté d'expression de toutes les convictions philosophiques. Et pour être ce garant de la liberté d'expression de toutes les convictions philosophiques, il faut que la laïcité n'en soit pas précisément une. Sinon, ce rôle lui échappe. Sinon, il devient un acteur de ce jeu de la concurrence comme les autres. C'est ce qui m'amène aussi, et je dois dire que lorsqu'il y a quelques mois, le Centre d'action laïque a revu ses statuts pour modifier son article 4, pour y enlever cette distinction entre laïcité politique et laïcité philosophique, je m'en suis félicité. Je pense même, en essayant autant que possible de rester modeste, y avoir même infinitésimalement contribué. Et je pense que c'est une excellente chose, parce que lorsque vous lisiez dans les statuts du Centre d'action laïque la définition de ce qu'on appelle laïcité philosophique, mais c'est l'athéisme. Alors on peut évidemment ergoter et nuancer, mais on peut y ajouter l'agnosticisme, on peut y ajouter l'indifférence, on peut y ajouter la libre pensée. Bref, on peut agrémenter cette liste de ce à quoi ça renvoie. Mais en tous les cas, ça renvoie à une conviction philosophique indépendante de toute forme de surnaturel, de transcendance, de croyance en une entité surnaturelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc ça alimentait en soi la confusion par rapport à une bonne et saine compréhension, me semble-t-il, de la laïcité. Par conséquent, la laïcité appartient à tout le monde, et c'est parce qu'elle n'appartient à personne qu'elle appartient à tout le monde. Et ça, il est fondamental de le mettre en évidence. J'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais lorsque Marc Heutendal avait rédigé une opinion parue dans Le Soir à l'époque, qu'il avait intitulée « La religion de trop », je pense que c'était tout à fait adéquat de l'intituler comme ça. Lorsque l'État belge, et je vais essayer de mettre en évidence et de développer en quoi pour moi c'est une dérive, a reconnu quelque chose qu'on a appelé laïcité, eh bien on a privé la laïcité de son rôle premier. On a donné l'image d'une conviction philosophique qui aurait des représentants, officiels ou officieux. Et par conséquent, on a retiré ce principe du milieu du village. Et donc la laïcité n'a pas vocation à avoir des représentants, qu'ils soient officiels ou officieux. J'enchaîne en mettant en évidence un autre pavé dans la mare, à savoir que tous ces principes qui sont constitutifs de la laïcité me font dire que la laïcité est le synonyme de la neutralité. Et donc, lorsque dans le débat public, une série d'intervenants, et le monde des juristes n'est pas, selon moi, épargné par cette tendance, vous entendez que la France est un État laïque, à ne surtout pas confondre avec la Belgique qui est un État neutre, c'est en soi, pour moi, inexact de le présenter comme ça. Si la laïcité, c'est l'égalité, la non-discrimination, la liberté, en ce compris la liberté religieuse et le pluralisme, en réalité, les mêmes ingrédients sont constitutifs de la neutralité. La neutralité qui ne peut être utile, substantielle, que s'il n'y a pas d'inégalité, de discrimination et que la liberté n'est pas rabotée. Et donc dire que la Belgique est un État neutre, c'est dire pour moi que la Belgique est un État laïque. Je suis un bien piètre cuisinier, mais j'aime cette métaphore culinaire. Et je l'utilise dans toutes les occasions qui me sont données de le faire, parce que pour moi, pédagogiquement, elle illustre bien ce qu'est la laïcité. Il s'agit d'un plat. Et ce plat suppose la réunion d'une série d'ingrédients. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire un grand écart intellectuel et affirmer que vous avez fait des spaghettis bolognaises sans spaghettis, vous ne serez pas pris au sérieux et c'est bien normal. Vous ne serez donc pas pour moi pris au sérieux si vous parlez d'une laïcité sans liberté, d'une laïcité sans égalité, d'une laïcité sans non-discrimination. Donc il est fondamental de bien mettre en évidence que la laïcité, c'est un plat composé d'une série d'ingrédients. Et ces ingrédients, on les a rappelés tout à l'heure. L'égalité et la non-discrimination, la liberté, a fortiori la liberté religieuse,
la séparation, et vous comprenez mieux pourquoi j'y accole des guillemets. C'est un mot qui pour moi n'est pas bon. Et puis enfin le pluralisme. Et donc on peut développer ce qu'est la traduction dans notre ordre constitutionnel de ces principes. Égalité, article 10 de la Constitution, il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordre. Les Belges sont égaux devant la loi. Presque consubstantiellement à l'égalité, il y a la non-discrimination, article 11 de la Constitution. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Bien sûr, qui dit ordre constitutionnel dit qu'il faut aller au-delà du texte constitutionnel et donc vérifier quel est le niveau de consécration de ces principes dans l'ordre constitutionnel. On peut donc mettre en évidence qu'il y a une législation antidiscrimination très substantielle en Belgique, déterminée par des directives européennes, donc nous ne sommes pas les seuls à nous être dotés de cette législation. Il n'empêche que cette législation est substantielle, consacre une série de procédures, de recours, de droits lorsque vous êtes nez à nez avec un comportement, un acte, une décision à caractère discriminatoire. Mais ça n'est pas tout. Il y a en Belgique une institution publique chargée, et M. Asquin en sait quelque chose, de veiller au bon respect de cette législation. On l'a appelé à l'époque le Centre pour l'égalité des chances, devenu le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, et enfin devenu UNIA. Ce qui fait la particularité d'UNIA, c'est que contrairement à ses homologues dans une série de pays limitrophes, je pense à la France, je pense au Luxembourg, eh bien, UNIA a légalement une mission qui est celle d'ester en justice, de pouvoir être partie dans un procès pour faire respecter les droits de quelqu'un dont les droits ont été bafoués, ce qui est une spécificité, à mon sens et à ma connaissance, unique. Ces équivalents, le défenseur des droits en France et les autres équivalents dans les autres États limitrophes, ne bénéficient pas, ne sont pas dotés de cette mission. C'est dire jusqu'où on a consacré le principe d'égalité et de non-discrimination. La liberté religieuse, je vous parlais tout à l'heure de la liberté religieuse active et de la liberté religieuse passive. L'explication de cette dualité, de ce mix, se trouve aux articles 19. Alors l'article 19, on en parle beaucoup, tout le temps. Celui dont on parle beaucoup moins, c'est l'article 20 de la Constitution. Alors article 19, la liberté des cultes, celle de leur exercice public, c'est ce que je disais tout à l'heure, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés, puisqu'aucune liberté n'est absolue. Il faut l'encadrer, il faut l'accompagner d'un cadre. Ça, c'est ce que je qualifie de liberté religieuse active. Et puis, vous avez la liberté religieuse passive, article 20 de la Constitution. Nul ne peut être contraint de concourir d'une quelconque manière aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. C'est parce qu'est consacré le droit des croyants à promouvoir leurs croyances qu'il faut aussi consacrer le droit des non-croyants à pouvoir dire non. À pouvoir dire « moi, cela ne m'intéresse pas ». Ça n'est que si ces deux facettes d'une même liberté sont également consacrées, sauvegardées et garanties que vous pouvez véritablement parler de liberté religieuse. C'est le cas dans le texte constitutionnel. Et puis, ce qu'on appelle séparation entre les églises et l'État, c'est la combinaison du paragraphe 1er et du paragraphe 2 de la Constitution, de l'article 21 de la Constitution. Je pense qu'il faut vraiment les lire et s'en imprégner. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. C'est de cette disposition que l'on met en évidence que les pouvoirs publics ne doivent pas s'ingérer dans l'organisation et le fonctionnement des institutions religieuses. Et puis, ce principe trouve son pendant au paragraphe 2 de l'article 21. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi s'il y a lieu. Cette disposition qui a l'air de rien, a un potentiel
inimaginable. C'est de cette disposition qu'on marque la prééminence des règles civiles sur les règles religieuses. Cela ne veut pas dire, et la Constitution ne le dit logiquement pas, que la bénédiction nuptiale établie par un responsable religieux est interdite. Dit simplement que ce qui va avoir statut au regard de la société, c'est le mariage civil. Il y a ici quelque chose de fondamental qui est mis en évidence. C'est de là que je tire la formule de la non-ingérence réciproque. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait une étanchéité absolue. Ce qui compte, ce n'est pas le plus ou moins grand degré de contact que l'État et les institutions religieuses ont. Ce qui compte, c'est que l'un ne s'ingère pas dans les affaires de l'autre et vice-versa. Cette vigilance des deux côtés doit être permanente. Et dès lors qu'elle est observée, la dimension séparation que je requalifierais en non-ingérence de la laïcité est garantie. Bon, jusque-là, on se dit, c'est très simple. Mais alors, quel est le problème ? Et donc, dans ce débat public, ce que j'ai essayé de faire à travers le livre, c'est que j'ai essayé de lister quels sont les arguments avancés par d'aucuns pour récuser le caractère laïque de l'État belge, qui font dire à une série d'intervenants et d'acteurs de ce débat public, la Belgique, contrairement à la France, puisqu'il y a toujours une dialectique dualiste qui accompagne ce discours, n'est surtout pas un État laïque. Je les ai listés de la façon suivante. Premier argument, l'absence d'interdiction générale et absolue du port de signes convictionnels dans l'enseignement officiel et dans la fonction publique. Ce qui fait dire à une série d'intervenants, mais vous voyez bien, ça c'est la preuve que la Belgique n'est pas un État laïque. C'est la laïcité qui impliquerait l'interdiction. Ça mérite d'être interrogé et débattu, et je vais essayer de le faire avec vous. Et puis l'autre marronnier de ce débat, c'est la reconnaissance et le financement public des cultes. Plutôt d'une série de cultes. Et vous voyez que j'ai mis entre guillemets les cultes. Est-ce que la Belgique véritablement reconnaît des cultes ? C'est en soi une affirmation qui mérite d'être sérieusement discutée. J'y reviendrai. L'organisation de cours philosophiques dans l'enseignement public, en d'autres termes officiels, ça c'est un peu le dernier débat qui a défrayé la chronique et qui s'est imposé dans les arènes politiques et qui a donné lieu à une modification d'une série de normes en matière d'enseignement, j'y reviendrai. La participation des pouvoirs publics à des cérémonies religieuses, et puis de l'autre côté, la présence des institutions religieuses dans le protocole. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui met à mal l'affirmation selon laquelle la Belgique serait un État laïque ? J'y reviendrai. Et puis, la cerise sur le gâteau de ce débat, le mot laïcité n'est pas dans la Constitution. C'est quand même bien la preuve que la Belgique n'est pas un État laïque. Bon, mettons cela en débat également. Alors, commençons par ce qui rythme le débat public. Fatalement, c'est le petit bout de la lorgnette par laquelle ce débat public fait de polémique est mené. Il y a effectivement une absence d'interdiction générale et absolue du port de signes convictionnels dans la fonction publique et dans l'enseignement officiel. Et donc, la Belgique, pas un État laïque, et la France. En France, comment ça se passe ? Parce que vous allez voir que ce que je fais dans mon propos et ce que je fais dans le livre, c'est que je fais une comparaison systématique entre la Belgique et la France. Parce que, et vous allez le voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, on connaît aussi mal la Belgique qu'on connaît mal la France, s'agissant du débat autour de la laïcité. Alors lorsqu'on parle, et vous comprendrez que pour moi, étant synonyme, j'utilise indifféremment neutralité et laïcité, le nœud du débat, c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'apparence. En d'autres termes, pour une série d'intervenants, il ne suffit pas qu'un agent public soit neutre dans les actes qu'il pose pour qu'il puisse être qualifié de parfaitement laïque, de parfaitement neutre. Il faudrait aussi que dans son apparence, il le soit. C'est une conception qui, me semble-t-il, n'est pas objective. La raison est la suivante.
Qui a, dans notre société, que ce soit notre société actuelle, notre société d'hier, ce que deviendra notre société demain, l'autorité, l'objectivité de pouvoir prétendre être émancipé de toute forme de parti pris, de toute forme d'éducation, de toute forme de préférence, de toute forme de conditionnement, au point de pouvoir dire « je suis l'alpha et l'oméga de l'objectivité et je vous dis que ça, c'est l'apparence neutre », contrairement à toutes les autres qui sont partisanes, orientées. Je considère que personne n'a cette objectivité dans notre société. Et je dirais que notre société est en constant changement, même si aujourd'hui quelqu'un pourrait, avec quelque argument, le mettre en évidence, demain ça va changer. Dans la mesure où le droit ne peut pas se baser sur quelque chose qui est inobjectivable, inquantifiable, immesurable, il faut revenir vers le seul critère qu'il est, à savoir le service qui est rendu. Parce que cela, vous pouvez le soumettre à des instances pour vérifier. Vous pouvez sanctionner et faire sanctionner la personne qui a été partisane, qui a eu un parti pris dans la façon avec laquelle le dossier a été traité, la demande a été traitée. Ça, vous pouvez le rattacher à quelque chose d'objectivable. Mais l'apparence est forcément ciblée et située. Nous avons tous, et nous sommes tous, le produit d'une culture, d'une éducation, d'une histoire, de rencontres, de préférences, d'une vision de vie, de choix. Ce que je viens de dire là, c'est aussi, à un moment donné, même si je dois aussi, pour être rigoureux, dire qu'il y a des prises de position changeantes dans le chef de cette institution, mais dans un avis qu'il a rendu en 2008, le Conseil d'État, plus exactement la section de législation du Conseil d'État, n'a fait que dire ce que je viens de dire. En d'autres termes, il faut revenir vers ce qui est mesurable et objectivable. Premier élément. Deuxième élément, si tant est qu'on interdise le port de signes convictionnels, on aura exclu, disait à l'époque le Conseil d'État, de la fonction publique des gens pour la seule raison qu'ils ont voulu bénéficier de droits constitutionnellement garantis. Et là, il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire. Une personne qui dit vouloir bénéficier de l'article 19 de la Constitution et on l'exclurait de l'accès à la fonction publique pour cette raison-là. Mais en admettant que ce critère, que cet argument puisse être mis en discussion et trouver écho, quelle est la situation en France ? Eh bien, en France, la situation aujourd'hui est qu'il y a effectivement dans l'enseignement public et dans la fonction publique une interdiction générale et absolue, pour le coup, du port de signes convictionnels, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Nous connaissons pour certains d'entre nous la jurisprudence qui à l'époque était bien établie du Conseil d'État français, qui datait de 1989, année des premières affaires, et qui avait rappelé que la laïcité ne pouvait pas impliquer un absolutisme prohibitionniste et qu'il fallait simplement encadrer l'exercice de liberté pour empêcher que des attitudes prosélytes puissent se développer. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça veut dire qu'avant la loi du 15 mars 2004, année de l'adoption de cette loi d'interdiction, la France n'était pas un État laïque ? Alors que le principe de laïcité dans l'ordre constitutionnel français, c'est quand même la loi de 1905. Donc pendant quasiment 100 ans, la France n'était pas un État laïque. Et puis pouf, en 2004, on a voté une loi qui prévoit l'interdiction générale et absolue des signes convictionnels, donc la France est devenue un État laïque. On voit bien qu'indépendamment de la discussion conceptuelle qu'on peut avoir sur ce qu'implique le principe de neutralité-laïcité, le fait de mettre cela en évidence comme un argument définitif ne repose pas sur quelque chose de très pertinent. Sinon, la France devait être considérée comme étant devenue un État laïque qu'en 2004. Donc, selon moi, ce n'est pas un argument pertinent. Le fait d'établir une ligne de démarcation par rapport à ce que serait ou non un État laïque sur la base de ce critère des signes convictionnels.
La reconnaissance et le financement des cultes. Et j'ai mis tout à l'heure entre guillemets des cultes. Comment est-ce que la situation s'organise? À ce stade, on peut parler de 6+1 cultes. Le catholicisme, le protestantisme, le culte israélite, l'anglicanisme, l'islam, le culte orthodoxe et ce qu'on a, selon moi, abusivement appelé la laïcité organisée. Et je dois attirer votre attention sur le fait qu'initialement, la loi parlait, et la Constitution parle toujours, du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, ce qui est une formule plus fidèle à ce qui a été reconnu. Mais le jargon quotidien a repris le mot laïcité. Du côté francophone, le Centre d'action laïque. Du côté néerlandophone, c'était la Unie van Vreeselijke Vereniging qui est devenue de Mens-Unie. Alors là où je pense qu'il faut réinterroger la pertinence de parler d'une reconnaissance des cultes, c'est parce qu'en réalité, la Belgique, et je suis bien conscient que ça se heurte au discours largement dominant en la matière, la Belgique ne reconnaît pas de dogme. La Belgique ne reconnaît pas un culte. La Belgique n'a jamais reconnu un culte. La Belgique ne reconnaît pas le dogme. Je vous renvoie vers un arrêt de la Cour de cassation de 1834 qui, pour le coup, les années passent mais n'a pas pris une ride et qui explique en quoi il est inconciliable avec un État neutre que l'État puisse reconnaître un dogme parce que cela présuppose que l'État se pose la question de savoir quels sont les bons dogmes qui peuvent être reconnus. Or, l'État doit s'interdire ce droit de regard, doit s'interdire cette analyse d'opportunité, doit s'interdire de dire « eux sont fréquentables, donc reconnaissables ». Eux ne le sont pas, donc ils ne le sont pas reconnaissables. Ça, c'est ce que dit en substance l'arrêt de la Cour de cassation de 1834. Ce qui est reconnu, et je vous invite à lire les différentes législations qui prévoient les reconnaissances successives, les lois portent sur la reconnaissance d'un organe chargé de la gestion du temporel d'un culte. J'ai l'impression de faire de la gymnastique intellectuelle, mais ça n'est pas le cas. C'est fondamental. La Belgique a fait entrer en vigueur une loi qui est la loi mère de cela, qui est la loi de 1870 sur le temporel des cultes. C'est clair, on aurait pu intituler ça la loi sur les cultes, la loi des cultes. On parle de loi sur le temporel des cultes, sur une dimension des organisations cultuelles et religieuses. Ce que l'État reconnaît, c'est un organe chargé d'être son interlocuteur pour les dimensions temporelles de la vie quotidienne des croyants et des adhérents à un certain culte, ce qui est fondamentalement différent. Là où le bât blesse, c'est qu'en Belgique, il n'y a aucun fondement constitutionnel pour la reconnaissance. Il y a des lois de reconnaissance d'une série d'organes chargés de la gestion du temporel d'une série de cultes, mais il n'y a pas de disposition constitutionnelle qui en serait le fondement, ce qui est une aberration. C'est aujourd'hui une pratique administrative du gouvernement qui est largement la conséquence d'enjeux internationaux à un moment donné, dans un endroit donné. Ce ne sont absolument pas des notions et des critères qui ont été intégrés dans l'ordonnancement constitutionnel. On peut bien sûr accorder le bénéfice du doute au gouvernement, mais je pense qu'il faut raison garder et il faut mettre en place des garde-fous pour que cette pratique ne soit pas purement administrative. Néanmoins, une série de critères sont appliqués par le gouvernement pour réfléchir sur les différentes reconnaissances. Ces critères, il s'agit du nombre d'adhérents, de l'ancienneté de l'implantation sur le territoire, de l'utilité sociale. Qu'est-ce que l'utilité sociale? C'est largement sujet à débat, mais il s'agit d'un critère. Et puis la compatibilité avec l'ordre public.
il s'agit de quelque chose de problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a une objectivation relative. Ça n'est pas au petit bonheur la chance que les choses s'organisent. Il n'empêche qu'il n'y a pas de fondement constitutionnel. Et donc là, le plat laïcité belge gagnerait à avoir sa saveur améliorée, gagnerait à un meilleur dosage des ingrédients qui le constituent. Le financement, quel est le fondement? Alors là, pour le coup, c'est paradoxal, mais il y en a un de fondement constitutionnel. Donc la cause, la reconnaissance n'a pas de fondement constitutionnel, mais l'effet, la conséquence, à savoir le financement issu de la reconnaissance, a un fondement constitutionnel, ce qui est complètement incohérent et illogique. Article 181 de la Constitution, 2 paragraphes parce qu'on a voulu dissocier les 6 cultes et le plus 1. Je me limiterai donc au paragraphe 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État. C'est ça le fondement constitutionnel du financement, entre guillemets, des cultes. Sur quoi porte le financement? Et donc si on a à l'esprit qu'il s'agit du temporel des cultes et pas de la doctrine dont on parle s'agissant de la reconnaissance, c'est assez logique. C'est la possibilité de reconnaissance des lieux de culte, parce qu'ils sont fréquentés quotidiennement par les adhérents à ces cultes, et il y a donc des besoins matériels qui doivent être satisfaits. Les services d'aumôniers rétribués dans les hôpitaux, dans les casernes militaires, dans les prisons, les cours philosophiques dans l'enseignement public, les émissions télé et radio concédées, en d'autres termes, le temps d'antenne qui est accordé aux organes chargés de la gestion de chacun des temporels, de chacun des cultes reconnus pour pouvoir adresser un message. Les ministres de culte qui voient leur traitement pris en charge par l'échelon fédéral. Les lieux de culte qui voient leur traitement pris en charge par les communes et les provinces, et par traitement, ce qui est visé ici, c'est ce qu'on appelle le déficit des lieux de culte. Aujourd'hui, vous avez une synagogue qui fait 200 mètres carrés. Il se fait que le nombre d'adhérents augmente. Il y a des besoins matériels supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et donc, on a besoin d'élargir le chantier et en faire un lieu de 500 mètres carrés. Eh bien, légalement parlant, c'est aux autorités communales et ou provinciales d'intervenir financièrement pour combler ce déficit. C'est cela qu'implique le financement. Sauf que là aussi, vous voyez qu'il y a un sérieux problème. Par des considérations historiques, on peut l'expliquer, mais le justifier, non. 85% des moyens de ce financement sont alloués à la seule Église catholique. Donc en termes d'égalité, pour le coup, il y a quelque chose de parfaitement problématique. Et donc là aussi, le plat laïcité gagnerait à une amélioration, gagnerait à une sérieuse correction pour que la réalité du financement colle à la réalité sociologique. Ça, c'est en Belgique. Et puis en France, vous ouvrez la loi de 1905 et vous y lisez l'article 2. Succinct, clair comme de l'eau de roche. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Merci, au revoir, fin de la discussion. Sauf que ça n'est pas aussi simple, même si c'est là que la plupart des intervenants du débat public s'arrêtent. Si cet article 2 existe, bel et bien, il y a pourtant en France une administration des cultes qui préexistait à la loi de 1905, mais que la loi de 1905 n'a jamais officiellement supprimée. Il y a en France un bureau central des cultes, créé en 1911, et qui exerce une tutelle administrative sur les organisations cultuelles. Et dans le cas que je développerai plus avant, un peu plus tard, de l'Alsace-Moselle, qui exerce même une véritable tutelle pour le coup. En France, les dossiers de nomination des évêques font l'objet d'une consultation du gouvernement. En Alsace-Moselle, mais partout ailleurs également. En France, il y a un conseiller religieux
détaché auprès du ministère des Affaires étrangères depuis 1920, initialement pour rétablir les relations diplomatiques avec le Vatican, chagrin dans une certaine mesure par la loi de 1905, mais par la suite qui a vu ses attributions et ses missions élargies à une série d'enjeux internationaux qui peuvent avoir un impact en France s'agissant des discussions et des faits de société en lien avec la religion. Est-ce que c'est tout? Ce n'est pas tout. En France, il y a un financement sur l'ensemble du territoire des aumôneries catholiques, protestantes, israélites et islamiques à l'armée et dans les prisons. Et ça n'est pas en Alsace-Moselle, c'est sur l'ensemble du territoire. En France, il y a une diffusion à la télévision publique d'émissions religieuses. Pas des chaînes privées, des chaînes publiques. En France, il y a une mise à disposition et un entretien à titre gratuit des lieux de culte d'avant 1905. Ce qui est croustillant, puisque quels sont les lieux de culte? Je ne dirais pas exclusivement, mais très majoritairement d'avant 1905, ce sont les lieux de culte catholiques. Et donc là, en termes de différence de traitement, il y a quelque chose de palpable qu'on peut toucher. Est-ce que c'est tout? Ce n'est pas encore tout. Il y a en France une loi de 1959 qui prévoit sur l'ensemble du territoire de la République le financement de l'enseignement privé sous contrat, qui n'est pas à 100% catholique, mais qui, je dirais, pour être raisonnable, entre 98 et 99% catholique. Ça représente quand même plus de 2 millions d'élèves, 17% de l'effectif avant l'université. Ça n'est pas une petite anecdote. En quoi est-ce que ça consiste? Il y a un contrat qui est établi avec ces institutions d'enseignement privé sous contrat. C'est une aide en contrepartie d'un alignement sur le programme de l'enseignement public et d'une inspection obligatoire. Tiens, ça nous remémore quelque chose qui existe en Belgique. L'enseignement libre, notamment catholique. Mais donc, manifestement, il existe quelque chose de similaire en France. Cette aide, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en charge des rémunérations des enseignants et des charges fiscales et sociales, plus une somme d'argent visant à couvrir les frais de fonctionnement. Tiens, ça nous renvoie encore à quelque chose qui, me semble-t-il, existe en Belgique. Est-ce que c'est tout? Ça n'est toujours pas tout. Puisqu'on a parlé du dispositif métropolitain, mais on doit parler du dispositif particulier qui est celui en application en Alsace-Moselle, puisque là, ça n'est même plus la loi de 1905 qui est appliquée. C'est toujours le concordat de 1801 entre Bonaparte et Picette. Et les lois organiques de 1802 qui organisent une véritable police des cultes. Les lois organiques qui ont fait l'indignation permanente et jamais interrompue de l'Église catholique. Ça existe toujours dans cette région. Que prévoit le Concordat de 1801? Il prévoit qu'en Alsace-Moselle, seuls les cultes catholiques, israélites, protestants et luthériens, protestants réformés sont reconnus et financés. Tiens, ça veut dire que dans une région qui n'est pas négligeable de la France, il existe un dispositif qui s'apparenterait à ce qui existe en Belgique. Sauf que, pour adresser une gentille pique à nos amis français, chez nous, au moins, il y en a 6 plus 1. Là, il y en a 4. Donc l'esprit de pluralisme, me semble-t-il, de façon indiscutable, est plus largement garanti en Belgique et sur l'ensemble du territoire. Ce financement signifie que les ministres de ces cultes sont payés par l'État. Là où ça devient croustillant, bien évidemment, que alors que les dossiers de nomination des évêques sur l'ensemble du territoire font l'objet d'une consultation du gouvernement, s'agissant des évêques de Metz et de Strasbourg, là, il y a une nomination par décret du président de la République.
Donc ça n'est pas simplement une pratique de consultation, c'est une officialisation par les autorités publiques. Est-ce que c'est tout? Pas encore, mais on y est presque. En Guyane, qui jusqu'à preuve du contraire est un département français, c'est un droit d'ordre religieux spécifique qui s'organise. C'est le seul culte catholique qui est organisé et financé. Et puis à Mayotte, c'est certes le droit commun, mais saupoudré de droits musulmans. En matière de conflits familiaux, par exemple, le cadi, le juge musulman, se voit conférer des missions dans l'ordre judiciaire. Tout ça pour dire que fondamentalement, conceptuellement, ça n'est pas la question de savoir s'il y a une reconnaissance et un financement qui est déterminante pour considérer qu'un État est laïque. C'est la question de la non-ingérence réciproque. Vous pouvez par conséquent avoir un État qui reconnaît et qui finance, mais sans s'ingérer dans le fonctionnement interne, qui serait donc respectueux de la laïcité, comme vous pouvez avoir un État qui officiellement ne reconnaît pas et ne finance pas, mais qui, dans les faits, s'ingérerait dans le fonctionnement interne des institutions religieuses. Donc, là où nous plaçons le curseur, c'est ça qui est important. Et je pense que nous nous trompons d'aiguillon lorsque nous faisons le diagnostic quant à la question de savoir si tel État est laïque. Mais même indépendamment de ça, à supposer même que cet argument puisse permettre de récuser le caractère laïque de la Belgique, mais alors il faudrait qu'il récuse 10 fois plus encore le caractère laïque de l'État français. Or, dans les milieux entre guillemets autorisés, la France est souvent présentée comme le parangon de la laïcité, comme l'alpha et l'oméga, le modèle type autour duquel tous les autres gravitent. Ce dont on voit bien que cela ne repose sur rien en réalité, si ce n'est l'affirmation déclamatoire d'un article 2 de la loi de 1905, très court, qui se limite à dire que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. On voit bien que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Alors les cours philosophiques dans l'enseignement officiel, et en réalité, la discussion qu'on peut avoir sur cette dimension découle de la dimension générale sur la reconnaissance et le financement. Comment est-ce que les choses s'organisent? C'est l'article 24, paragraphe 1er de la Constitution. On ne va pas tout lire, mais qui dit, dans un de ses alinéas, « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. » Source pacte scolaire. Alors, ce qui compte, encore une fois, ça n'est pas est-ce qu'il existe des cours philosophiques dans l'enseignement officiel ou non. Ce qui compte, c'est est-ce qu'en organisant ces cours philosophiques dans l'enseignement officiel, les autorités publiques s'ingèrent ou non dans la doctrine qui y est enseignée, s'ingèrent ou non dans le choix des enseignants qui vont pouvoir enseigner ces cours. C'est ça qui est déterminant. Je ne suis pas en train de dire qu'un État qui n'organise pas de cours philosophiques dans l'enseignement officiel pose problème sur la laïcité. Il peut y avoir un État parfaitement laïque qui n'organise pas de tels cours dans l'enseignement officiel. Je mets simplement en évidence que le fait d'en organiser dans l'enseignement officiel ne vous disqualifie pas par rapport au qualificatif d'État laïque. Parce que ce qui compte, c'est la non-ingérence réciproque. C'est le fait que les pouvoirs publics ne vont pas rédiger à la place des institutions religieuses le programme de cours qui va être donné. Qu'ils ne choisissent pas sur une base doctrinale, sur une base dogmatique, quels sont les enseignants qui vont pouvoir donner ces cours. Ce qui n'empêche pas d'exiger des titres civils, un diplôme, une qualification, mais là ce sont des critères civils, pas dogmatiques. Alors il y a quand même une exception qui est paradoxale. Souvent, on ne va pas se le cacher, dans les débats publics, c'est autour de l'islam que les questions de laïcité se posent. Or, s'agissant des cours philosophiques dans l'enseignement officiel en communauté française, devenue Fédération Wallonie-Bruxelles, le cours de morale non confessionnelle
est rédigé et construit par les pouvoirs publics. Et ce qui est parfaitement problématique, puisqu'on a reconnu comme un culte. Ce qui impliquerait donc une interdiction de s'ingérer dans le fonctionnement interne de ce, entre guillemets, culte. Or, c'est très exactement ce qui est fait en communauté française. Non seulement cela, mais en plus, les enseignants chargés de dispenser ce cours de morale non confessionnelle sont directement choisis et nommés. Nommés, c'est le cas de tous, mais aussi choisis par les pouvoirs publics de la communauté française. Donc on voit bien que parfois les violations du principe de laïcité ne sont pas nécessairement là où on les attend. Il y a quelque chose de paradoxal ici. La seule limite, parce qu'évidemment il faut avoir une réflexion substantielle et circonstanciée, la seule limite c'est le respect des droits fondamentaux. Autant l'État doit radicalement s'interdire de s'ingérer dans la dimension dogmatique et doctrinale d'un cours philosophique, autant l'État doit veiller à ce que dans le cadre de ces cours, il n'y ait pas de promotion de la violation de droits fondamentaux garantis par la Constitution et garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le respect de l'intégrité physique, principe fondamental de la Convention européenne des droits de l'homme, les pouvoirs publics, et j'ai envie de dire, heureusement, ont la responsabilité de veiller à ce qu'elle soit respectée et garantie. Si dans le cadre de quelques cours philosophiques que ce soit, un enseignement se met à dire qu'il est légitime de tuer son prochain, mais l'État n'a pas à aller regarder dans le livre saint de cette communauté convictionnelle si c'est vraiment écrit comme ça. Ce qui intéresse l'État, c'est la conséquence de ce discours, qui se traduit par la violation de droits fondamentaux dans le chef d'individus. Et contre cela, il est évident que l'État doit être vigilant, être sur le qui-vive, et prendre des mesures s'il y a lieu. Mais encore une fois, la question c'est où est-ce qu'on place le curseur ? L'État ne doit pas faire du dogme, ne doit pas faire de la doctrine, mais l'État a la responsabilité, et j'ai envie de dire heureusement, de veiller à ce que des droits civils soient respectés, en ce compris dans le cadre de ces cours. Alors, la grande actualité autour de ça, bien évidemment, c'est cet arrêt de la Cour constitutionnelle qu'à peu près personne n'a lu, mais qui a rythmé le débat politique parmi des hommes et des femmes politiques, parmi qui quasiment personne n'avait lu l'arrêt non plus, mais ce n'était pas important, puisqu'il fallait dire et faire dire à l'arrêt ce que l'arrêt ne disait pas, pour arriver à un certain résultat. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt de 2015, dit que le cours de morale non confessionnelle n'est pas un cours neutre. Et je dois dire que je m'en félicite. Dès lors que l'État a reconnu cela à l'égal d'un culte, on ne peut donc par conséquent plus dire que c'est neutre. Or, on a fait semblant pendant des années que c'était le cas. La Cour constitutionnelle vient rappeler que ce ne l'est pas. Premier élément. Deuxième élément, la Cour constitutionnelle dit qu'un élève n'a pas à être contraint de participer à un cours philosophique qui ne correspond pas à ses choix convictionnels ou à ceux de ses parents. Un élève bouddhiste, aujourd'hui, qui n'est pas adhérent d'un culte reconnu, n'a pas à être contraint de participer à un cours d'une autre conviction philosophique ou religieuse. Jusqu'ici, en communauté française, c'était pourtant le cas. La Cour constitutionnelle met fin à cette pratique et dit que pour cela, il faut trouver une solution. Ça, c'est ce que dit la Cour. Ce en quoi ça s'est transformé, c'est qu'il faut supprimer les cours philosophiques et remplacer ce cours par un cours de citoyenneté. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire qu'un cours de citoyenneté, c'est moins bien qu'un cours de religion. Mais je ne suis pas non plus en train de dire le contraire. C'est un débat libre à chacun de le mener et puis de promouvoir sa préférence. C'est le jeu. Mais si l'argument, c'est de dire qu'il faut remplacer le cours de religion par un cours de citoyenneté parce que sinon, point de laïcité, là je dis qu'il y a un argument qui n'est pas pertinent. Ça n'est pas ça le bon aiguillon pour déterminer là où on place le curseur. Et donc aujourd'hui, il y a un cours de citoyenneté qui, bon an, mal an, se met en place et qui a déjà remplacé 1 heure du cours de religion. Je pense que la tendance va aller en s'élargissant, mais là je fais de la prospective, on verra. En France, le cas de l'Alsace-Moselle, c'est toujours le Concordat de 1801, comme on l'a dit, les lois organiques de 1802. Et là aussi, vous avez un cours de religion obligatoire.
Et encore une fois, le clin d'œil que j'adresse souvent à mes amis français, c'est que ce cours de religion obligatoire n'offre qu'un choix entre 4 cultes reconnus, et pas 6+1. Donc en termes de pluralisme, ceux qui donnent des leçons devraient peut-être en recevoir. Mais il y a une dispense possible qui s'organise selon des modalités qui sont celles-ci. Les élèves du primaire assistent alors au cours de morale, ce qui est en soi problématique, puisqu'on ne peut manifestement pas considérer que le cours de morale est un cours neutre, ou un cours qui serait l'alpha et l'oméga de ce régulateur qui serait au-dessus de la mêlée. Et les collégiens, eux, sont simplement dispensés. Donc tout ça me fait dire que la présence de cours philosophiques n'est pas en soi contradictoire par rapport à la laïcité, mais l'absence de cours philosophiques n'est pas non plus contradictoire par rapport à la laïcité. Il y a des choix qui peuvent être faits, mais ça n'est pas de ce choix que dépend le qualificatif d'État laïque dans le chef d'un État. C'est ça que je veux mettre en évidence. Je vais tout doucement conclure. Le Te Deum et les règles de préséance. Autre débat qui défraie la chronique à intervalles réguliers. Comment est-ce que les choses s'organisent ? Eh bien, en la matière, donc en matière de règles protocolaires, c'est toujours un décret impérial de 1804 qui s'applique en Belgique, dont le ministre de l'Intérieur est le gardien. Règle de préséance, ça veut dire à quelle position vous êtes par rapport au roi. 58 places au total, figurez-vous que celui qui arrive en première place, c'est le cardinal de Belgique. Pour des raisons parfaitement historiques, encore une fois, on peut analyser sous l'angle historique la question, on peut aussi comprendre ce processus, mais on ne peut, me semble-t-il, pas le justifier ou justifier son maintien au nom d'une certaine histoire. Ça, c'est de l'immobilisme. Pour autant, c'est toujours ça la situation actuellement. Alors, ce n'est pas tout. Celui qui arrive en deuxième position, c'est le nonce apostolique, qui a le statut de doyen des diplomates. Donc, un responsable religieux est le doyen des diplomates. Ce qui est problématique aussi, c'est que les représentants des autres organes gestionnaires du temporel du culte, ça fait long, mais c'est pour être rigoureux, arrivent en 73e position. Le cardinal, lui, il est en première position. Donc en termes d'égalité de traitement entre culte et philosophie reconnue, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Les premiers politiques arrivent en 4e position. Le Premier ministre, lui, il est en 6e position. Cardinal de Belgique, première position. Premier ministre, 6e position. Les parlementaires arrivent en 74e position, juste derrière les représentants des autres organes gestionnaires des temporels de culte. Bon, je vous vois sourire, on s'entend bien, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc là aussi, la laïcité belge, le plat laïcité belge, gagnerait à être mieux dosé. C'est une évidence. En France, il y a un équivalent en Alsace-Moselle surtout, mais beaucoup moins frappant de par sa portée. Et c'est tout. Je terminerai avec la cerise sur le gâteau de ce débat public, c'est l'absence du mot laïcité dans la Constitution. Ça, lorsque les autres arguments n'ont pas suffi, c'est celui qui va vous clouer sur place et vous faire admettre que la Belgique n'est pas un État laïque. Et c'est vrai, ni le mot laïcité, ni l'adjectif laïque ne se trouvent dans la Constitution. Alors, j'ai dû le lire 150 fois, mais je continue à m'en délecter. Le texte constitutionnel belge ne mentionne nulle part le mot démocratie, ni l'adjectif démocratique. Alors, sans vouloir affirmer que la Belgique est une démocratie parfaite, s'en trouvera-t-il pour dire que parce que le mot démocratie n'est pas dans la Constitution belge, la Belgique n'est pas un État démocratique ? Et que par conséquent, la Belgique ne pourrait devenir un État démocratique que si on inscrit le mot démocratie dans son texte constitutionnel. En anglais, on dirait self-explanatory. Je n'ai pas besoin de véritablement poursuivre la démonstration. Je mets simplement en évidence que là, il y a quelque chose qui indique une superficialité dans l'argumentation. Mais comme à peu près tout le monde dit la même chose,
vous finissez par vous persuader que c'est très intelligent, c'est très pertinent, c'est ça qu'il faut faire, et il faut créer des associations pour ça, et il faut militer auprès des politiques pour ça, il faut déposer des propositions de révision de la Constitution pour ça, alors qu'en réalité, la même chose vaut pour la valeur de démocratie, qui ne figure pas non plus dans la Constitution. Et personne ne dit que c'est pour cela que la Belgique ne peut pas être considérée comme un État démocratique. En d'autres termes, affirmer que c'est l'inscription ou la non-inscription du mot laïcité qui détermine si l'État en question est un État laïque, ça n'est pas du tout pertinent. D'ailleurs, le mot ne figure pas non plus dans la loi de 1905. La loi mère de la laïcité est absente par rapport à la mention du mot laïcité. Je pense que c'est suffisamment clair également par rapport à la valeur qu'a cet argument. Tout ça pour vous dire que la Belgique est un État laïque. Mais je dirais un État imparfaitement laïque. J'ai même envie de dire qu'il n'existe pas d'État parfaitement laïque. C'est un idéal vers lequel on peut tendre, et vers lequel on doit tendre, mais il n'en existe pas qui est pur dans son respect de la laïcité. En revanche, paradoxalement, la Belgique est plus laïque que la France, qui est pourtant présentée comme le parangon, comme le modèle type d'une laïcité vers laquelle il faudrait tendre. Le dosage des ingrédients est possible et largement souhaitable. Je vous remercie pour votre attention.